Je vous remercie pour l'invitation et je suis contente que dès l'introduction de cet événement, il me semble de pouvoir partager des mots-clés. Le partage que l'on a fait maintenant sur ce projet m'a vraiment frappé car il me semble très vertueux, vraiment dans l'optique d'une culture partagée. Pour cela, quand on parle d'urgence psychiatrique, c'est toujours important de parler de culture partagée. Car, pour l'importance du thème de l'urgence, c'est toujours difficile de parler de cet argument. Précisément, plusieurs aspects se croisent et qui doivent être tenus ensemble parce qu'on rencontre très souvent, même dans la pratique, parfois une difficulté d'intégration des différents aspects qui sont culturels. Je me permets d'introduire de suite cette scission parce que nous le savons depuis déjà plusieurs années, depuis plus de 35 ans, on dit qu'il y a un besoin croissant de demandes de consultation psychiatrique en urgence. ISTAT nous parle de données vraiment impressionnantes, d'un ensemble d'usagers très complexes et très difficiles à décrire. Par rapport à la complexité des usagers, il advient non seulement des problématiques cliniques, mais aussi des problématiques d'organisation des services, des problèmes sociaux et aussi l'implication de forts coûts sociaux. Ces aspects, dont je parlais déjà avant, comme vous l'avez dit, votre projet est né précédemment à la pandémie. Cependant, maintenant, ces aspects se sont dramatiquement accentués. Pour cela, toutes nos connaissances et nos affirmations, nous devons les soutenir encore plus comme une urgence. L'urgence psychiatrique en Italie a un ensemble complexe d'usagers pour ce qui concerne aussi les problématiques cliniques, car le facteur culturel, même dans la formation des spécialistes de neuropsychiatres infantiles et de tous les autres spécialistes qui interviennent dans les urgences, des psychiatres aux pédiatres, mais aussi les médecins du premier secours, les psychologues, les éducateurs, les thérapeutes. Chacun peut se trouver devant l'urgence psychiatrique. Il faut donc avoir déjà bien présent quelles peuvent être les erreurs et les parcours de soins et d'assistance intégrés. Et il est clair que, dans l'âge évolutif, l'importance de l'optique évolutive et biopsychosociale, je ne dois même pas le mettre en évidence, mais j'aime avoir déjà entendu parler de traumatisation. Le confrère disait que dans les différentes occasions de formation, vous avez déjà présent celle de la traumatisation, car elle est centrale dans l'âge évolutif. Parce que, encore plus dans l'âge évolutif, l'expression clinique diffère des adultes et de la psychiatrie. Elle dépend beaucoup plus de l'environnement, de la variabilité du milieu. Il faut s'en rappeler toujours. Le traumatisme est encore plus important dans la pandémie. Les facteurs de la traumatisation ont augmenté. Cependant, avec la variabilité génétique, on doit évaluer les risques environnementaux. Dans les risques environnementaux, il y a toujours une corrélation spécifique avec les expériences défavorables infantiles, des projets mésadaptés qui s'entrecroisent à l'occasion. C'est un débat animé dans la littérature, non seulement dans l'âge évolutif, mais nous qui nous occupons de l'âge évolutif, on doit sûrement être encore plus très attentif à ceci. Puis, comme dernier point, dernier seulement, parce qu'on ne doit jamais oublier que ces concepts ont une importance. Et l'importance est le réseau.
des interventions thérapeutiques et de prévention. Le réseau et l'articulation des services qui dérivent aussi d'un aspect d'une intégration culturelle, d'une croissance progressive des personnes et des spécialistes des services qui se retrouvent par la suite à travailler ensemble. Donc, comme on le disait, ce sont des casuistiques précédentes au Covid. Le recours au DEU pour les urgences psychiatriques en âge évolutif varie. Dans les casuistiques internationales, du 5% au 18% sur le total des consultations. En Italie, autour du 5% environ, avant le Covid. Maintenant, il a augmenté, on le verra. Dans la psychiatrie évolutive, on le sait, des études de prospective signalent que l'urgence non traitée promptement des risques majeurs au niveau psychopathologique, de pires résultats et constitue une porte d'entrée pour les comorbidités complexes dans un âge plus avancé. Maintenant, la psychopathologie, comme nous le savons, s'est complexifiée par rapport à des comorbidités, par exemple à l'usage de substances, au cadre d'isolement, à la dépendance à Internet. Pour rappeler que l'OMS estimait déjà il y a quelques années que les troubles neuropsychiatriques seraient devenus un des 5 principales causes de morbidité, mortalité et handicap pédiatrique d'ici 2020. Tragiquement, la pandémie a accéléré le tout. En outre, ces considérations sont liées avec une constante réduction de disponibilité des services psychiatriques, aussi bien en ambulatoire qu'en hospitalisation, et dont de plus en plus d'enfants sont renvoyés au service des urgences. Je répéterai toujours que dans les crises de l'âge évolutif, nous devons toujours articuler l'aspect clinique avec celui environnemental. Et dans celui-ci, environnemental, il y a toujours la disponibilité d'un réseau de services de haute qualité et de fonctionnement. La pandémie de Covid a été décrite comme une tempête parfaite avec des explosions et des expositions à des risques connus et à une perte de support qui ont des conséquences sur la santé mentale des plus jeunes et de leurs familles. J'ai mis cette image pour vraiment citer cet article que j'ai trouvé de certains auteurs grecs, où sont exposés les concepts de façon très particulière. Comme nous dire que toutes les situations dont nous avions déjà conscience, d'états inadéquats à supporter, à résoudre et à prendre en charge, maintenant, elles se sont accentuées aussi bien du début de la psychopathologie qu'en complexité de situation. Et nous devons penser à tout ce que cela a signifié, la restriction, l'isolement pour les jeunes, mais aussi pour les familles, parce que ce qui a été important, et on le voit toujours continuellement, a été l'empreinte sur les parents qui, à leur tour, se sont trouvés à affronter des situations vraiment critiques. Et en fait, je vous le cite, tout un groupe de travail a été fait sur la santé mentale d'émergence en mai 2020, car il faut avoir la mémoire des événements et donner une signification aux événements. Tout le travail qui a été fait de façon excellente, je dirais presque par des rescapés, qui sur le front étaient déjà assaillis avant, pendant la pandémie, les restrictions ont mis sous stress les services et donc sollicitant des réponses nouvelles, différentes, dont certaines ont été reconnues comme vertueuses et devaient être continuées, sollicitées et même consolidées. Oui, ceci est un flash de notre hôpital avant et après le Covid. On a fait une comparaison du nombre total des accès,
Nous sommes un centre de troisième niveau. Nous sommes un centre privé, conventionné avec l'université et l'AS. Mais nous n'avons pas les urgences chez nous. Le nombre d'accès ne change pas dans la qualité de lit, mais dans le taux d'occupation des lits. Le nombre de lits, hélas, ne change pas. Et quand je parle de service des urgences, je ne parle pas du total de la psychiatrie, parce que Stella Maris est aussi un centre national de référence. Je parle des 5 lits dédiés aux utilisateurs toscans. Du centre de référence régional où je travaille comme responsable. Vous pouvez voir que tous les accès ont augmenté, en particulier les tentatives suicidaires et l'automutilation ont une croissance significative, moins l'idéation suicidaire, mais elle est elle aussi augmentée. Les consultations des urgences aussi. Le taux d'occupation des lits est arrivé à 103. Comment avons-nous fait à le dépasser? Nous avons utilisé une salle de l'hôpital qui nous a mis à disposition pour supporter les demandes importantes. Une autre précisation, ceci est une recherche datée, mais il faut préciser, il n'y a jamais des conditions homologables, surtout dans l'âge évolutif. C'est-à-dire que pas toutes les conditions qui accèdent aux urgences doivent aboutir successivement à une hospitalisation. Et pas toutes les conditions qui portent à une hospitalisation sont des conditions de crise. Il faut faire une réflexion car ceci aussi a énormément changé par rapport à la réalité des services et des urgences, car très souvent, les urgences peuvent être très mal gérées, car il n'y a pas de réponse appropriée. Dans toutes les phases importantes, dès la première rencontre jusqu'à l'hospitalisation éventuelle. Dans la situation de l'urgence, la complexité de la réponse doit être articulée et être articulée sur des programmes, sur les procédures et les pratiques qui doivent être consolidées. Autrement, on va dans le chaos, dans l'agitation et dans la confusion des réponses. Même dans les conflits, il faut très bien les gérer. Donc, comme je disais, la définition de l'émergence-urgence en psychiatrie, surtout de l'âge évolutif, est difficile, mais passe par la convergence, la condition clinique du patient et l'efficience de la réponse d'assistance et de prévention, comme vous l'avez déjà très bien défini dans votre projet. Le tout du réseau sanitaire. Le pourcentage référé d'urgence est en soi un indicatif du fonctionnement de tout le système d'assistance. On l'a vu dans la pandémie où les services territoriaux de neuropsychiatrie infantile, certains ont même complètement fermé et n'ont même pas pu garantir la télémédecine. Certains services ne l'ont pas fait. D'autres ont beaucoup travaillé. Il y a eu une disparité de réponses et donc les réponses dans les services d'urgence ont été chargées davantage. Pas toujours, pas dans la première partie, mais après, dans le deuxième confinement, donc les améliorations apportées au système devaient comporter une meilleure possibilité d'accès aux différents services de soins d'une communauté et une majeure capacité de la gestion primaire des situations d'urgence. Déjà en 2013, je le précise toujours, parce que ces besoins primaires, nous les connaissons depuis toujours, le problème est de changer la culture d'un pays et de la politique sanitaire.
La sensibilisation par rapport à l'intervention en temps rapide intégrée dans les troubles psychiatriques graves, ça ne veut pas dire seulement créer des lits, mais c'est aussi créer tout un réseau qui communique et prévoit des recommandations et des protocoles régionaux partagés entre les différents services. Il y a des disparités de situation. Nous avons eu finalement des documents. La CIMPIA a rendu une photographie de la situation de l'émergence psychiatrique infantile, qui est très déficiente. En Italie, il y a 325 lits d'hospitalisation ordinaire de psychiatrie infantile, mais seulement le 24% sont occupés pour hospitalisation psychiatrique. Mais dans cette région, il n'y a pas de lit. Seulement dans 9 régions, il y a des lits dédiés à l'émergence-urgence. Une estimation devait être de 150 seulement en psychiatrie. La santé mentale des adolescents. C'est un document important d'après des recherches qui ont commencé avant la pandémie, d'après l'Autorité de garantie pour l'enfance et l'adolescence de mars 2018, qui définit de nouveau les besoins, mais articule une sorte de priorité pour rappeler que penser de mieux organiser des services pour la santé mentale de l'enfance et de l'adolescence est dans notre Constitution et dans la Convention des droits de l'enfant. Cela veut dire donc répondre à des principes de non-discrimination, de l'intérêt principal des mineurs. Toute une série de recommandations qui nous aident à localiser de façon plus spécifique, mais aussi plus équitable par rapport au droit. Le droit, ce n'est pas seulement le droit de l'opérateur qui doit se préserver dans une situation légale où l'on ne sait pas que faire. Je ne fais pas cela comme ça, je ne cours pas de risque d'être dénoncé. Il y a un autre danger de la médecine d'exemption, car il y a des risques. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Il faut donc avoir présent des références normatives et de colocation de principes, puis les lignes de base des troubles neuropsychiatriques et neuropsychiques de l'enfance et de l'adolescence. Je le répète, en Italie, sur 325 lits, seulement le 24% sont d'hospitalisation psychiatrique. Au-dessous de 5 ans, les troubles neurologiques et psychiques ont le même poids, alors que dans l'âge successif, la charge des troubles psychiques représente plus du double par rapport aux troubles neurologiques. Quand on parle de façon générique d'urgence et d'émergence, on se réfère à la nécessité prioritaire d'une intervention visant la résolution de l'état comportemental. Elles sont toutes deux indicatives d'une situation imprévue qui demande une réponse urgente. Ce sont des événements qui ne sont pas encore dans l'histoire de l'individu, car ils représentent une fracture par rapport au niveau de fonctionnement précédent. L'urgence a une forte connotation due à la valeur temporelle d'une demande d'intervention dans laquelle les actes diagnostiques, thérapeutiques devraient être immédiats. La donnée clinique est réellement grave et déterminante. Autre chose pour l'émergence, qui a une forte connotation due à la valeur situationnelle d'une demande d'intervention dans laquelle des actes plus étroitement diagnostiques, thérapeutiques pourraient être renvoyés.
La donnée clinique est étroitement interconnectée à une donnée environnementale imprévue et incontrôlable qui dépasse les nécessités diagnostiques, thérapeutiques spécifiques, mais qui est déterminante dans la genèse de l'acuité du trouble. Ceci arrive fréquemment pour la carence de réponses intégrées. Parfois, le conflit entre les services de psychiatrie infantile et les services sociaux ne permet pas cette intégration parfaite, qui devrait être la caractéristique de la réponse, aussi bien en termes socio-sanitaires qu'économiques. Surtout dans les cas où l'autorité pour l'enfance et l'adolescence a défini la donnée de la nouvelle adolescence, dans laquelle il arrive souvent, chez les adolescents, une affectation précoce, une carence éducative des sécurités adultes, des parents, de la famille, mais aussi d'autres intervenants, et donc un risque majeur pour ces jeunes, beaucoup plus compétents au niveau technologique, mais très immatures, laissés seuls, exposés à une apparente responsabilisation précoce. Ils peuvent être exposés à des risques majeurs dans l'expérimentation de la sexualité, de l'utilisation des substances, de dépendance à Internet, d'une façon beaucoup plus pernicieuse. Il nécessite d'une réponse la plus intégrée possible de la part des services, car la centralité de la famille doit toujours être impliquée durant l'hospitalisation, mais souvent encore elle manque, elle se soustrait. Le traitement pharmacologique des graves troubles psychiatriques dans l'âge évolutif doit toujours prévoir une approche multimodale qui comprenne et intègre les interventions psychothérapeutiques, sociales, familiales et pharmacologiques. Le traitement pharmacologique est un instrument important qu'il faut connaître à fond. Il faut savoir utiliser les médicaments dans la médecine d'urgence, mais qui doit s'insérer dans un contexte d'urgence qui implique toujours d'autres contextes. On ne peut pas imaginer des petits services individuels. On doit penser à avoir toute la filière et toute la complexité des interventions. Ceci en régime d'hospitalisation. L'identification de l'urgence psychiatrique, surtout dans l'âge évolutif, est donc basée non seulement sur les observations d'un comportement en soi, mais aussi sur l'évaluation attentive des ressources et des objectifs de la famille et des services humains disponibles sur le territoire. Parfois, une situation urgente explose parce que la famille ne peut plus faire face. Les services non plus, et même pas l'école. La capacité d'endiguement du cadre explose. Cette classification est un peu datée, mais elle représente les deux dimensions dont on parlait. Quelles sont les situations critiques qui mettent dans les différentes classes les vraies urgences? Classe 1, l'adolescent potentiellement menaçant pour sa propre vie et ou celle des autres. Les conduites suicidaires, les actes d'automutilation non suicidaires, les graves conduites hétéro-agressives,
les actes de confusion aiguë, les conduites alimentaires dysfonctionnelles, avec de graves déchéances des conditions cliniques générales, l'abus physique ou grave, la déprivitisation affective. Cette classification, qui paraîtrait schématique, nous aide à mieux comprendre. Dans la classe 3, il y a des situations extrêmes qui demandent des interventions promptes. Classe 2, l'état de fort malaise qui demande une intervention urgente, mais non pas une urgence menaçante pour la vie. Puis, les conditions sérieuses qui demandent une réponse à l'urgence, mais non immédiate. Le refus de scolarité, la forte situation de stress, les menaces de suicide ou de violence, des situations difficiles à gérer mais pas dangereuses. Et enfin, les fausses alertes. Ceci est une catégorisation exagérée. Une photographie qui toutefois nous aide. On peut se trouver face à toutes ces catégories. En augmentant la situation émotive comportementale, on peut trouver toutes ces catégorisations. Il y a une augmentation de la comorbidité des troubles alimentaires. Et ici, en augmentant la dérégulation émotive comportementale, la réactivité, toutes les stratégies dysfonctionnelles comportementales augmentent. Pas toujours des situations d'anorexie, mais une dérégulation forte au niveau alimentaire. Il faut rappeler que l'émergence urgente est un concept transnosographique. Il peut y avoir toute une dimension transnosographique. Je parlerai même après du concept de dérégulation émotive comportementale en âge évolutif, qui est une notion très importante. De multiples symptômes peuvent construire une émergence comportementale en exprimant des cadres cliniques différents, mais avec le fort risque de danger pour la sécurité du sujet lui-même ou des autres. Les émergences comportementales renferment différents états comportementaux, comme l'autodestruction, l'agitation psychomotrice et le décontrôle émotionnel, avec les signes et les symptômes d'expression de pensées suicidaires, conduite impulsive, colère, augmentation d'usage d'alcool ou de drogue. Ceci pour vous rappeler que l'utilisation répétée des services d'urgence psychiatrique de la part des enfants et des adolescents pose le problème de l'efficience du système des services de santé mentale. Pour cette population, avec de nombreuses demandes de consultation d'urgence. Les facteurs associés au retour des patients dans les services psychiatriques peuvent être dus à des comportements perturbants ou suicidaires. Il faut un diagnostic complet, une considération du neurodéveloppement, mais il y a aussi d'autres explications extracliniques. Il est évident que les structures d'émergence demandent des conditions structurelles et d'organisation spécifiques. Déjà en 2007, proposer des lignes guides. L'intervention sur l'émergence n'est pas pensable si ce n'est à l'intérieur de la continuité entre prévention, traitement de la crise, prise en charge et de la post-crise. L'intervention de réhabilitation et thérapeutique doit faire partie d'un système complexe et complet de la part des services de première intervention, fortement intégrés, et la continuité entre un espace hospitalier spécifique et un espace territorial est indispensable pour assurer l'adéquation et l'exhaustivité
dans le diagnostic. Précision et applicabilité du projet thérapeutique. Cohérence et continuité des interventions de soins et vérification des résultats. Quand on passe aux services territoriaux, mais surtout au lit pour l'hospitalisation, il faut penser qu'accréditer et désigner des centres de soins d'émergence psychiatrique pour les mineurs représente un pas important pour garantir l'accès aux soins de qualité élevée. Il faut fournir des infrastructures pour évaluer et améliorer le système de services existant et soutenir le développement de nouveaux modèles de soins. Pour soutenir de nouveaux modèles de soins, s'il n'y a pas une habitude consolidée d'alliés, s'il n'y a pas un lieu fixe qui doit être aussi physique et architectural, pourquoi une hospitalisation? Il n'y a pas de santé sans une santé mentale. Ce n'est pas seulement un slogan. Pour répondre à un besoin de santé fondamental, surtout dans l'âge évolutif, pour une garantie du droit à l'accès aux soins, consentir la possibilité des soins dans le principe d'intérêt supérieur du mineur, ça c'est l'article 32 de la Convention sur les droits de l'enfant, de la Constitution, l'article 3, tout ceci pour assurer de façon précoce la santé physique qui ne peut pas être dissociée de la santé mentale, pour fournir des réponses thérapeutiques appropriées et en temps voulu, et pour remodeler le contexte environnemental avec la récupération du fonctionnement avant la maladie du mineur. L'hospitalisation doit s'effectuer seulement dans les cas graves. Il ne faut pas hospitaliser n'importe qui. La demande d'hospitalisation a notoirement augmenté. Les jeunes même le demandent. Dans le cadre de déresponsabilisation, c'est seulement dans les cas les plus graves que l'hospitalisation peut représenter un premier niveau d'intégration pour l'adolescent et le système relationnel dans lequel il est inséré. Ce n'est pas seulement pour traiter l'agitation ou l'agressivité. Il s'agit d'établir une relation thérapeutique à l'intérieur de laquelle l'adolescent et ses parents puissent être aidés dans la récupération rapide du fonctionnement de base et d'un débat de fonction réflexive précaire. Parfois, on parle d'hospitalisation distante de la région ou de la ville, ou même l'insertion dans des communautés résidentielles. Il faudrait faire attention à respecter les aires du territoire dans le contexte familial et résidentiel. Mais malheureusement, parfois c'est impossible à cause de la carence de réponses structurelles. Fonction réflexive. À l'intérieur du noyau commun de travail, les habilités relatives à la fonction de réflexive ne sont pas des entités établies, mais ressentent positivement ou négativement des relations interpersonnelles. C'est un travail continu sur l'instauration d'une bonne relation thérapeutique comme stratégie pour accroître la compétence méga-cognitive du sujet. Il est vrai que dans l'urgence, il y a un climat fortement influencé par l'état de tolérance. On doit toujours faire de la médiation avec des patients déréglés, instables. Il faut être très actif et s'activer. C'est une négociation continue. Cigarette ou pas cigarette, téléphone ou pas téléphone. Mais dans le cadre hospitalier, c'est difficile d'être tolérant et de ne pas être trop tolérant. Il y a une difficulté à gérer les relations avec le sujet et la famille, avec un risque fort d'encourir dans des triangulations et des collusions. Offrir un climat environnemental tolérant et en même temps contraignant. Et c'est une prémisse fondamentale et c'est une partie intégrante de la thérapeutique. La fonction de la relation thérapeutique avec le patient articule en soi trois dimensions toujours actives et interagissantes. Le comportement de tout le groupe de l'hôpital et de tous les autres services doit toujours prendre en considération ces trois dimensions. À l'hôpital, surtout, on passe rapidement des soins, les besoins primaires de l'accueil et de la tolérance, le sommeil, être bien et remplir
En même temps, pour les patients très instables et déshabitués, même à l'ennui, qui doivent être impliqués dans des comportements de décision, redéfinition des règles, stimulation et responsabilisation. L'environnement hospitalier devrait garantir aux sujets mineurs un contexte, un climat ni trop répressif ni trop stimulant, une réalité positive, facilitatrice et vicariale, capable de compenser les fractures et les carences des crises de la pathologie, de façon à ne pas recréer cette situation de crise, surtout dans nos conditions où le jeune est hospitalisé avec un de ses parents. Pazienti molto instabili e molto disabituati anche alla noia devono essere impegnati chiaramente, progressivamente, piano piano, con un ingaggio che sia responsivo e rispettoso La delle fonction de capacità liaison avec le milieu extérieur. La fonction de liaison s'exprime à travers la capacité de l'équipe de solliciter une confrontation entre les parties, éloignées ou conflictualité, par les poussées centrifuges induites par l'acuité pathologique, avec le patient et du patient avec sa famille, les agences sociales et les sanitaires. La liaison transversale pendant l'hospitalisation urgente est finalisée à la tenue individuelle de chaque sujet et agence qui agissent autour du patient critique et au rétablissement de la reconnaissance réciproque. L'hospitalisation urgente permet une pause aux opérateurs du territoire, favorise la réflexion et la redéfinition du projet thérapeutique. Elle assume une valeur évolutive longitudinale qui permet d'historiser l'émergence dans le parcours de vie du patient. Les mots du comportement thérapeutique du groupe semblent importants comme expression, mais c'est pour expliquer que nous devons faire partie du groupe. On ne peut pas penser d'agir tout seul, ce serait dangereux. Le processus d'observation en émergence psychiatrique est très important parce qu'il est étroitement lié à l'action et donc à la décision et aux soins. Il ne peut pas se limiter à l'enregistrement des symptômes car une forte attention doit être posée à l'interaction entre les sujets. La relation est le lieu, l'instrument et l'objet de l'observation. Chaque acte d'observation subjectif doit s'insérer dans le groupe pour devenir partagé et implique une confrontation fréquente et ample entre les opérateurs. Le comportement psychothérapique du groupe doit être partagé, d'où l'importance de l'identité psychologique du groupe. S'il y a épuisement professionnel, il n'y a plus de respect d'ensemble du groupe. Pour ce qui concerne la psychoéducation, il faut avoir à l'esprit, dans l'équipe complète multiprofessionnelle, qu'une psychoéducation est nécessaire pour la famille. On doit récupérer la centralité de la relation pour essayer de donner de l'espoir. Donner de l'espoir, ce n'est pas là apprendre à vivre avec le trouble, mais le soigner et apprendre à vivre avec ce trouble. Pour les adolescents et leurs familles, c'est une aide savoir que les problèmes ont un nom, de façon à ce qu'ils peuvent commencer à les comprendre. La psychoéducation aide à mettre de l'ordre dans le chaos. Alors que les familles se trouvent déroutées, la psychoéducation permet d'affronter les troubles avec un esprit sage, non plus émotif, mais un esprit plus constructif. D'où l'importance de clarté du langage et de la médiation des informations durant différentes rencontres. Il faut donc toujours balancer ces deux comportements et appeler les choses avec leur propre nom, les définir, aide le patient à se reconnaître et à se replacer dans une trajectoire évolutive. Dans la gestion de l'émergence, on doit pouvoir avoir à l'esprit la gestion de l'émergence-urgence et la prévention. L'importanza della chiarezza dei linguaggi, della modulazione delle informazioni.
La flexibilité d'organisation qui implique différents types d'interventions, un éventail de possibilités de rencontres différentes et intégrées, le service ambulatoire, le day hospital, l'hospitalisation et les formes résidentielles. no? Con quella appunto il collega rappresentava proprio nella diapositiva, vari tipi di interventi, varie, perché ci deve essere in adolescenza un ventaglio soprattutto di possibilità di setting, diversi ed integrati. Anche Il faut aussi considérer les programmes de formation des opérateurs. Nous, comme groupe, on a commencé la formation de la DBT, thérapie comportementale dialectique, dont le but est d'expliquer les différents troubles aux patients et à leurs familles et de les familiariser avec ces troubles. Ceci introduit une approche multimodale de la thérapie et un travail en groupe. una cultura condivisa che abbia dei riferimenti, no, teorici importanti. Une culture partagée qui ait aussi des références importantes pour une bonne pratique. Donc, la DBT est très utile car c'est le traitement multimodal qui comprend aussi bien le travail de psychothérapeute, mais aussi le groupe psychoéducatif et aussi un travail d'équipe, des contacts téléphoniques, un ensemble de travail que nous devons faire nous-mêmes. Insomma, è proprio un po' simile, no, al lavoro che ci tocca fare sempre come neuropsichiatri infantili, ma soprattutto La théorie una biosociale. riflessione su, Il faut aussi travailler sur le profil biosocial que l'on doit toujours avoir à l'esprit, dans quelle proportion la société prend en charge les troubles, certaines criticités sur le réseau des services pour l'urgence. Nous avons fait un travail sur le risque clinique. importante di burden disease, no? E quanto l'ambiente incide, si interseca con questo. Allora, anche sui sintomi della disregolazione, la DBT era nata Sur proprio les symptômes aussi de la per dysrégulation, la DBT naît sur le traitement antisuicidaire, surtout des femmes. Il s'est ensuite élargi à d'autres situations, surtout de l'âge du développement. Ceci pour représenter tout l'éventail et certaines criticités. alcune criticità sono queste, no? È chiaro che nella diciamo, organizzazione poi di questi Pour un patient fragile à fort risque, après l'hospitalisation, il faudrait organiser et définir un projet personnalisé complexe. cioè il paziente ricoverato Plusieurs interventions dovrebbero essere sociaux, sanitaires intégrées et la nécessité de garantir une continuité d'assistance et un contrôle clinique serré pour un passage de consigne. Les points critiques et spécifiques par rapport à l'hospitalisation en conditions d'urgence en neuropsychiatrie infantile. La culture du risque clinique. Il faut considérer tout le parcours de soins dans lequel s'insère celui hospitalier. La nécessité d'une organisation allégée de tout le maxi-procès, l'intégration des opérateurs et les ressources des différentes structures sanitaires, sociales, techniques et administratives. Ceci sert beaucoup pour identifier les problèmes. Si on arrive à le faire dans une optique d'amélioration de la qualité du travail, on peut ainsi réaliser des procédures, des lignes de comportement qui définissent les responsabilités de qui décrit les actions. On ne doit pas avoir seulement présent le petit parcours du patient que nous avons en gestion, mais dans une organisation allégée, dans la culture du risque clinique, il faut considérer le maxi-procès, du début à la fin, tout le parcours du patient et de sa famille. Un argument important est le consentement aux soins dans le rapport entre les parents, le mineur et les opérateurs en psychiatrie. Alcune crisi sono facili da riconoscere, se uno compie un tentativo di suicidio o è gravemente aggressivo, subito viene riconosciuto, però a volte il bisogno di cercare un aiuto può non apparire subito chiaro a tutti.
soggetto famiglia e insegnanti, magari Essayons de mieux définir ce qu'est une crise. Certaines crises sont plus faciles à reconnaître. Une tentative de suicide ou un comportement fortement agressif est de suite reconnaissable. Mais il faut chercher une aide qui n'est pas toujours claire à tous. Sujet, famille, enseignants. una persona che non ha neanche visto nulla e non sa nulla, no? Quindi prima ancora che arrivi il genitore, magari Essayons de mieux la scuola définir ce spaventata, qu'est une crise dans le cadre de la psychiatrie infantile. Certaines crises sont faciles à reconnaître, par exemple en cas de tentative de suicide ou de grave agressivité. Parfois, le besoin de chercher une aide peut ne pas être de suite clair à tous. Sujet, famille, enseignants. Une crise à l'école et le professeur veut de suite envoyer le garçon à l'hôpital. Dans l'urgence, il y a toujours des conflits et nous devons servir de médiateurs, essayer de comprendre. Le mineur peut rester piégé au milieu de nombreux conflits environnementaux entre les parents et les professeurs, entre les parents et les professionnels, entre les parents et les enfants. Et pour cela, l'intervention est renvoyée jusqu'à ce que la situation explose et devienne vraiment très critique et aiguë. Parfois, le patient est accompagné à l'hôpital par une personne qui ne sait rien de lui. Mais de quoi dépend la réponse? On y va, on n'y va pas? Le niveau d'alarme pour l'envoi à l'hôpital est très différent selon les situations. Ça dépend de la gravité des symptômes, mais aussi de l'expérience de sécurité, même dans le cadre ambulatorial, ou de l'organisme qui l'envoie. Toujours dans l'urgence, il faut considérer avant tout la sécurité de tous. Sempre in emergenza si dice prima la sicurezza, anche quando ci fanno i corsi Et donc, avant encore que les parents n'arrivent, l'école a pris peur et a appelé l'ambulance. Mais la situation peut avoir aussi mûri graduellement, avec des problèmes comportementaux et des symptômes qui se sont aggravés au cours du temps et qui ont rendu difficile de comprendre quand est advenu le point de crise. Toutes les motivations que vous voyez sont celles qui peuvent causer une crise, mais le niveau d'alarme peut être renvoyé aux urgences de l'hôpital, dépendent de la gravité des symptômes, du niveau d'expérience et de la condition de sécurité du professionnel ambulatoire et de l'organisme qui l'envoie. Même dans l'urgence, on doit toujours considérer la sécurité, car si on n'est pas en sécurité, on ne peut aider personne. Et si on n'y arrive pas tout seul, il faut demander une aide de suite. Mais quels sont les critères importants pour définir une urgence psychiatrique? Quand une crise psychiatrique est tellement grave à ne pas pouvoir être gérée par la communauté, il faut alors demander une évaluation du risque au service des urgences. Dans notre cas, les urgences sont à Pisa. C'est loin, il faut donc évaluer le danger avec tous les inconvénients. Cette première question est difficile pour un tas de problèmes contingents. Qui évalue le risque et l'indication à l'hospitalisation? Mais ici aussi commencent les nombreuses attentes et les conflits. Faut-il ou non aller au service des urgences? Pour moi, il vaut toujours mieux éviter d'aller aux urgences, car la famille, l'accompagnateur ou le professeur attendent des réponses et souvent, aux urgences, ils n'ont pas la possibilité de répondre à ces grandes attentes. Ci sono delle grandi aspettative, e molto spesso invece i pronto soccorsi non hanno poi la possibilità di rispondere a queste grandi aspettative. Per cui voi immaginate una sala di attesa di un pronto soccorso. Imaginez une salle d'attente des urgences avec un patient agité et sa famille agitée. Le plus souvent, le patient sera renvoyé chez lui. Rimandato a casa. Quindi uno si aspetta, adesso lo ricoverano, poi quando mi rimettono mi danno l'appuntamento così lo prendono subito in carico e quindi lì diventa importantissimo À ce stade, il faudra essayer de chercher une coordination et une bonne communication qui est cruciale. Avec les parents, car il peut y avoir deux parents en conflit à tous les niveaux, avec les confrères, avec le personnel des urgences. Il faut absolument trouver un accord avec tous les acteurs. Les solutions sont complexes, très complexes.
et aussi avec le personnel des urgences et toutes les personnes devant être impliquées. Il faut avoir leurs coordonnées. Il faut pouvoir les trouver et les faire intervenir au plus tôt et perdre le moins de temps possible. L'importance est la coordination. Pour l'évaluation du risque, les opérateurs doivent faire une évaluation très rapide. L'examen psychique, ce n'est pas le résultat d'une analyse effectuée avec calme, mais c'est voir de suite le comportement extraverbal. Comment il se déplace le patient, comment il interagit avec les autres, avec la famille. Ce sont toutes des indications qu'il faut comprendre. Pas au niveau d'émotivité, mais il faut être très attentif à recueillir le plus d'informations possible, les maximiser le plus vite possible, en un clin d'œil. Il faut chercher à être flexible et aussi attentif et prendre en considération des informations très précieuses. La réponse que l'on peut donner dépend de nombreux facteurs et aussi l'exigence d'organisation. Souvent des attentes déçues car il y a une faible disponibilité de lits d'hôpital et les listes d'attente sont longues pour être pris au niveau ambulatorial. Con tutto quello che abbiamo detto prima, cioè cercare di rimanere flessibili e molto attenti nell'integrare delle informazioni preziosissime. Quindi Et magari ainsi, quel le ragazzino non gamin viene né n'est ni curato hospitalisé e ni nemmeno pris en charge. preso subito in carico. Allora, sulla disregolazione emotiva volevo dire due À parole propos de la perché la dysrégulation disregolazione emotiva è émotive, un nucleo caratteristico di molti c'est le noyau disturbi mentali, non caractéristique è de nombreux solo troubles l'instabilità mentaux dell'umore, no? sévères. Anche se spesso Ce le n'est si pas utilizzano seulement usate in modo une differente. instabilité de Questo l'humeur, per dire che même si dopo souvent aver les parlato expressions sont di utilisées de integrare façon l'esigenza, équivalente. l'importanza delle Donc il faut definizioni, évaluer. l'origine culturale, Après tous les l'organizzazione, concepts que l'on a l'impatto listés, il ambientale, faut allora connaître dobbiamo très bien conoscere molto la bene la clinique clinica, et ses concepts anche fondamentaux. i concetti Elle est fondamentali. définie par des La intenses et disregolazione fréquentes emotiva si fluctuations de costruisce da l'affectivité perché è frequente émotive et caratteristica delle cognitive et persone da fase comportementale associata en sempre réponse à des stimulations anche i aussi bien pazienti agréables que désagréables. il costrutto clinico si C'est une articola su caractéristique analità, fréquente concetti de l'âge relativi a questo évolutif utilizzando et elle dei apparaît criteri étroitement no? Del associée à des da problématiques importantes, CVT alla CBC même en delle absence de si troubles vede che ha psychiatriques. scala L'aspect clinique a ansietà été comportamento opérationnalisé par des chercheurs en utilisant 3 degrés de la CBCL, liste de comportements pour les enfants, pour les mesurer. La somme des points T et des 3A, anxiété, dépression, attention, comportement agressif. CBLCD, DERS, déficience émotionnelle modérée. CBLCL, DP, dysrégulation grave. Avec deux profils différents de gravité différente. Cela veut dire que la mesure de l'émotionnelle réactivité a été interprétée par les psychiatres de façon très intéressante. La réponse immédiate à une stimulation stressante, une stimulation environnementale, même de très faible importance, à laquelle une personne réagit de façon intense, excessive, hypersensibilité émotive, avec une intensité émotionnelle très élevée et avec une persistance. Par rapport à ces comorbidités, la dysrégulation émotive est une chose qui court parallèlement par rapport à l'évolution du trouble ou des troubles diagnosticables avec ceci. Non dobbiamo pensare alla diagnosi nosografica perché la disregolazione emotiva è transnosografica, no? Rispetto alle sue comorbidità è qualcosa che corre parallelamente. Questa era una diapositiva del professor Peruggi di Pisa che di cerchi ha scritto, diciamo, rispetto anche a questo da psichiatra, un interessante articolo, no? Che ci può servire per continuare a riflettere, no? Donc, dans la dysrégulation émotive, où se trouve la DSMV, Diagnostic and Statistical Manual, et la dysrégulation émotive est un aspect central. Et comme on s'occupe d'adolescents avec dysrégulation émotive, on doit connaître très bien le concept culturel central sur ces définitions. Avec les recherches cliniques qui ont été effectuées, tous les troubles peuvent être conséquences biologiques, le tempérament et environnemental. La dysrégulation émotive avec extrême instabilité et réactivité de l'humeur
est le noyau caractéristique de la complexité psychopathologique. Certains auteurs, Peruggi et Venucci, en 2017, redéfinissent l'instabilité de l'humeur, encore peu étudiée contrairement à son importance clinique, d'une optique dimensionnelle, dans une prospective évolutive, comme une exagération du tempérament cyclotimique. Quand on dit tempérament, il faut penser à la charge biologique. Le tempérament est la partie avec la charge biologique plus élevée de la personnalité. Le tempérament devient caractère avec l'intervention du milieu et puis l'intégration compulsive de la personnalité. Toutes ces caractéristiques biologiques, héréditaires ou génétiques s'interfacent avec l'histoire évolutive des événements de la vie et donnent la personnalité. Lui, il la différencie du trouble de la personnalité borderline. Beaucoup de ces traits ne sont pas borderline, mais c'est une dysrégulation émotive qui est une pression, un sous-type particulier, un trouble bipolaire avec une forte comorbidité, une complexe évolution et risque d'être mal définie si on ne la reconnaît pas et on ne la traite pas. D'autres auteurs, complètement opposés, disent que la spécificité du trouble post-traumatique de stress complexe chez l'adulte est typique de l'âge infantile et se distingue du trouble de la personnalité borderline à travers un modèle symptomatologique médiateur. La désagrégation affective avec la dissociation et les peurs relationnelles est centrale. Ceci sont différentes interprétations que je vous cite et que vous pourrez approfondir. La cyclothymie est le noyau qui relie nos différents traits comme de la personnalité. Je vous citerai seulement le DSM-5 qui, pour la première fois, aide à accueillir l'importance du traumatisme dans l'expression psychopathologique. Pour le DSM, l'importance du traumatisme est désormais claire, parce que, pour la première fois dans le chapitre des troubles liés à des événements traumatisants et stressants, il y a 2 troubles de l'attachement, cela pour dire que des expériences défavorables infantiles très précoces déterminent des troubles que l'on sait déjà que dans l'histoire naturelle portera à des troubles d'implication sociale désinhibés. Voici une diapositive de Madame Malacrea qui, comme vous le savez, est une experte de l'abus sexuel et qui disait de manière provocatrice qu'aucun de ces troubles ne peut être classé comme PTSD, mais il y entre avec la corrélation et avec les expériences défavorables infantiles et l'épigénétique explique désormais aussi comment le processus à travers lequel les conditions environnementales au cours des premières années de la vie altèrent structurellement l'ADN. Il y a donc de très nombreuses études expérimentales qui confirment l'effet permanent des variations dans les soins maternels sur l'expression génétique, en conditionnant les caractéristiques de l'individu adulte. Voici une liste de nombre d'expériences infantiles défavorables. Nous parlons directement sur l'enfant, abus sexuels, mauvais traitement psychologique récurrent, mauvais traitement physique récurrent, négligence physique et négligence émotive. Puis, indirect dans la famille, violence assistée, alcoolisme, toxicodépendance, maladie psychiatrique grave, dépression, troubles mentaux déclarés, institutionnalisés et suicidaires. Parents seuls ou aucun parent, membres de la famille accusés de délit. Et on conseille même d'évaluer spécifiquement le PTCD de l'enfant qui est différent, mais avec le DSMS, il y a des caractéristiques spécifiques. L'étude de Kaiser, permanente, a démontré, et je retourne au suivant, il n'y a pas de santé sans santé mentale.
que les anamnèses de ces patients traités pour obésité, diabète, infarctus, 30,1%, reportaient des abus physiques. 23,5% avaient été exposés à alcoolisme en famille, 19,9% à des abus sexuels, 18,8% à des maladies mentales et 12,5% avaient assisté à des violences sur leur mère. 11% ont reporté avoir été victimes d'abus émotifs dans l'enfance, 4,9% des abus de drogue en famille. On a donc vu que la pyramide de certaines expériences défavorables infantiles n'est pas un fait directionnel, mais il y a une dynamique circulaire, bidirectionnelle, qui peut conduire à impacter la santé physique, mais comme vous le voyez aussi, à la dépression et au suicide. Cela pour dire que s'il n'y a aucun risque de suicide, la tentative de suicide est ici. S'il y a une expérience défavorable, 2, 3, 4, vous voyez combien la probabilité de commettre un geste suicidaire est majeure. Il est clair que la dynamique des réactions post-traumatiques et les modifications des cycles neurobiologiques servent à comprendre que nous devons comprendre que l'état d'alerte, la dépression et la dissociation doivent nous faire penser à une dysrégulation grave émotionnelle, où le traumatisme grave a pu avoir un impact sur le fonctionnement neurologique. Et nous savons que chez les enfants, il y a tous ces niveaux d'attachement. Par conséquent, dans le traumatisme appelé de l'âge évolutif, le traumatisme de développement, on trouve toutes ces aires, l'attachement, le niveau biologique, la régulation affective, la dissociation, le contrôle du comportement, le fonctionnement cognitif et le sens de soi. Ceci pour dire que les auteurs qui parlent du fait de donner la prévalence aux facteurs traumatiques disent que tous les borderline sont de vrais borderline, mais sont des traumatisations complexes. Alors, où se trouvent les borders? Les borderline existent parce que les traits borderline sont les plus présents dans l'âge évolutif. Et là aussi, le Tra9-DBG, pour l'équipe de service d'urgence, aide l'équipe à mieux comprendre la dysrégulation émotionnelle et à entraîner et à encourager les patients. Cela aussi parce qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, nous devons traiter ces patients. La DBT, la théorie bisociale de Linehan, reprend tous ces facteurs. La sensibilité émotive, l'affectivité négative, la bile et intense, le déficit de stratégie de réglage appropriée, l'excès de stratégie régulatoire de maladaptation. Si la vulnérabilité biologique est plus importante, que nous serons plus dans le déficit du biologique, du tempérament, que dans le déficit du développement. S'il y a le traumatisme, il y aura plus le milieu invalidant et donc plus traumatisant qu'au traumatisme. L'important, c'est donc d'avoir un mécanisme en tête. L'hospitalisation doit toujours être évaluée comme contrôle nécessaire pour la contention comportementale et le risque de nouveau TS, mais elle n'est pas toujours à faire et surtout lorsqu'il s'agit de patients gravement dysrégulés ou borderline, nous verrons l'importance de lancer un parcours qui soit spécialisé pour ces patients après la première hospitalisation. Mais quand l'hospitalisation est-elle nécessaire? Lorsqu'il est impossible de construire une alliance avec le patient, lorsqu'il y a une incapacité ou une faible autocritique pour décrire ses propres états émotifs, lorsqu'il y a une désorganisation psychotique de la pensée, lorsqu'il y a intoxication de drogue ou d'alcool, lorsqu'il y a un trouble dépressif majeur avec des aspects psychotiques, fluctuation rapide de l'humeur, avec irritabilité et comportement impulsif, lorsqu'il n'y a pas de milieu familial qui puisse représenter des caractéristiques de support efficaces. Les facteurs de risque du suicide, comme nous le savons, sont nombreux.
Ils peuvent être regroupés comme facteurs plus cliniques, facteurs plus sociaux, relationnels, mais ils doivent quand même être envisagés ensemble. Les adolescents représentent le groupe à haut risque de suicide qui ont récemment tenté le suicide, peut-être les garçons qui sont cliniquement déprimés, cela parce que durant l'adolescence, nous avons un taux de suicide plus présent chez les garçons que chez les filles, alors que les tentatives de suicide chez les filles sont plus nombreuses que chez les garçons. Donc, lorsque vous avez un garçon qui a fait une tentative de suicide durant l'adolescence, il faudrait être beaucoup plus vigilant. Les tentatives de suicide sont souvent précédées par des conduites d'automutilation. Mais le contraire n'existe pas. On ne peut pas dire toutes les conduites d'automutilation sont un facteur de prédisposition. Cependant, certaines typologies, certains paramètres sont très importants à contrôler. Chez les adolescents borderline, organiser l'hospitalisation lorsqu'elle est strictement nécessaire, parce que parfois nous pouvons aussi renforcer les comportements dysrégulés, il faut documenter tous les facteurs considérés dans la décision. Ne jamais ignorer les illusions au suicide, mais ne pas les rechercher au préalable. Exprimer les préoccupations et chercher les réponses. Ceci pour dire qu'à l'hôpital, chez les adolescents hospitalisés, se trouve la prévalence de conduites d'automutilation plus importante. Toutefois, ces exemples sont les plus graves. L'apparition de conduites non suicides et d'automutilation, et nous sommes en train d'assister à une épidémie de cela, peut être un précurseur important à contrôler, surtout lorsqu'il y a un trouble psychiatrique lié, mais surtout aussi lorsqu'il y a une dysrégulation émotionnelle importante. Si ces conduites sont répétées, si elles sont faites de manière isolée, si elles sont faites dans des zones du corps qui ne sont peut-être pas proprement typiques, elles représentent un élément de risque majeur. Il pourrait donc y avoir une habitude dans le temps de l'adolescent, la douleur restant, on arrive à dépasser le courage, on s'entraîne, c'est une capacité prise qui peut faire penser à commettre ensuite quelque chose d'autre, de plus grave. Les conduites d'automutilation et suicide sont donc un précurseur très important à étudier. Dans le contrat thérapeutique, travaillez beaucoup sur les renforts positifs et négatifs sur les conduites d'automutilation. Il est important, après le contrat thérapeutique, de favoriser l'accueil, préparer un paquet d'assessment et ensuite ce que l'on appelle l'accrochage. Lorsque le patient adolescent quitte l'hôpital, il est nécessaire de faire une sortie d'hôpital pour patients fragiles, très soigneuse, car c'est un moment très risqué pour la répétition de la conduite et aussi pour la dysrégulation. E anche per diciamo una disregolazione. E quindi anche qua, cioè a volte bisogna validare le emozioni negative, ma proprio spiegare poi in un contratto, no? Là aussi, parfois, il faut valider les émotions négatives et expliquer ensuite dans un contrat psychothérapeutique de prise en charge aux parents aussi, car souvent, après une tentative de suicide, il peut y avoir les deux réactions extrêmes. Soit les parents nient totalement, il ne s'est rien passé, ils ne contrôlent rien, même pas les médicaments, car parfois, bien qu'on les ait avertis, et ils refont aussi la deuxième fois une overdose de médicaments. Soit les parents les enferment à la maison et ne les font plus sortir de la peur. Il faut donc valider les parents dans leurs émotions très disturbantes. La tentative de suicide d'un enfant est aussi un traumatisme pour les parents. Il faut donc les aider à faire l'analyse de la chaîne
comportementale, reparcourir tous les composants de l'analyse fonctionnelle. Quelques éléments sur la gestion de la prévention de la violence, car l'agitation, l'agressivité et la violence sont des concepts nosographiques, transnographiques. L'agitation est un peu moins de l'excitation motrice, de l'excitation maniacale, mais nous devons les reconnaître rapidement, car nous devons aussi bien nous protéger et nous savons très bien l'escalation qui peut se produire, même lorsqu'on se trouve aux urgences. Dans un bureau privé, à l'école, il faut comprendre si la personne est en train de marcher rapidement, te regarde de travers. Il faut faire attention à lui faire une plaisanterie ou à le traiter de manière très disciplinée. La normative est aussi la stimulation, mais il faut abaisser le ton. D'escalation signifie abaisser la tension avec les techniques opérantes d'acerbité, mais il ne faut pas se mettre en conflit et hurler dans ces moments-là, car certains patients peuvent être paranoïaques et donc, quand quelqu'un est agité, il baisse le regard pour faire des références erronées. La colère est une désorganisation du soi considérable. Il existe des manifestations latentes d'agressivité et l'agitation et l'escalation comportementale prédisent l'agression et la violence. Il est certain que dans la crise de l'agressivité, il y a des changements physiques et il y a aussi des changements cognitifs. L'état d'arousal, donc à ce moment-là, il y a une impossibilité de saisir les stimulations fines et une difficulté à effectuer des interférences correctes sur la réalité environnante, une prévalence des vecteurs idéatifs simples, une facilitation aux réponses tout ou rien, et il faut donc être très attentif. En ce qui concerne la typologie de l'agressivité, il en existe plusieurs niveaux. L'agression verbale contre les objets, l'agression physique contre soi-même et la qualité affective et prédatrice. La plus fréquente est sûrement l'agressivité impulsive ou réactive qui est improvisée, associée à un état affectif intense, non programmé, très souvent lié à la perception irréaliste, persécutoire d'une menace externe dont le sujet peut être convaincu et à laquelle il réagit avec une agressivité excessive, une distorsion cognitive. Ce genre de trouble de comportement dans lequel il y a une impulsivité cognitive et une dysrégulation facile, et pour autant au niveau cognitif, les sujets avec une agressivité impulsive tendent à interpréter comme hostiles des stimulations externes ambiguës, qui ne sont pas claires, dont la mimique de l'extraverbal dans l'urgence sont très importants, encore plus que les mots. En effet, si je me touche d'une manière inflexible, rigide et conflictuelle, je peux emphatiser une crise, car le patient ne comprend pas et il peut être interprété comme hostile. Mon regard qui est seulement freiné par la peur. Il faut respecter très attentivement et pour cela, les adolescents avec une agressivité impulsive ont des difficultés sociales majeures. Ce sont ceux qui ont ADOP, ils viennent de la PhD, ils ont une dysrégulation émotionnelle. Ils sont aussi très impulsifs et peuvent éclater. En ce qui concerne l'agressivité prédatrice, elle est plus sournoise, non impulsive, mais souvent elles peuvent parfois être associées. Celui qui a l'agressivité prédatrice a le plus souvent aussi l'agressivité impulsive, donc forme mixte ou alternante. Cela pour dire que dans la recherche des réactions que l'individu manifeste dans les contextes spécifiques ou dans les milieux dans lesquels il est inséré, nous devons toujours prendre en compte une intersection d'un style que nous devons avoir et aller rechercher dans les facteurs de risque.
Les études sur les jumeaux ou sur les enfants adoptés ont mis en évidence que les comportements antisociaux agressifs peuvent être héréditaires. Non seulement les aires différentes du SNC peuvent être très activées ou peu réactives, mais cette vulnérabilité biologique ne s'activerait qu'en coïncidence avec des expériences négatives. Donc, lorsqu'il y a des trajectoires évolutives, pires, qui vont vers des troubles de la conduite et qui ont des émotions prosociales, limitées ou antisociales. Voici les facteurs de risque liés à l'agressivité. Les facteurs déclencheurs sont des facteurs que nous devons connaître. Si un enfant est porteur d'un handicap cognitif, vit dans un milieu défavorable, il sera prédisposé, il aura plus de facteurs de risque, mais il existe des facteurs déclencheurs immédiats. À l'école, nous n'avons pas compris pourquoi un enfant si sensible s'est mis en colère, mais on peut s'être moqué de lui, et si vous voyez que dans les analyses et les anamnèses, on peut lire à l'école élémentaire « j'ai été victime de harcèlement », mais en réalité, il ne s'agit pas de véritables actes de harcèlement. Et puis avoir une difficulté à inférer les données externes et l'enfant éclate donc plus facilement. Ici aussi, il est nécessaire une analyse fonctionnelle de la chaîne comportementale, parce que très souvent, comme cela arrive chez les jeunes, il faut leur faire comprendre que l'émotion de la colère est souvent secondaire. C'est une exposition, la cime de l'iceberg, qui implique tout un exemple de difficultés émotives dont il faut faire un apprentissage. D'une petite fille qui, à la question « Quelles sont les choses qui te mettent en colère ?», elle répondait « Je ne saurais pas pour quelle raison je me mets en colère ». On peut déterminer l'interaction négative aussi à l'hôpital avec n'importe quelle clinique. On peut involontairement faciliter l'escalation de la violence. Si nous donnons un renfort positif de la colère, il faut donc arbitrer et interrompre. Les phases de la de-escalation sont résumées dans cette diapositive, comme si c'était une crise d'épilepsie. La phase du facteur déclencheur, la phase de l'escalation, la phase de la crise, la phase de la récupération, qui est très importante, et la phase de la dépression critique. Donc, si la personne est en train de se calmer, on ne peut pas assumer un comportement directif de confrontation en posant la question « Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ? Parle-moi ». Il y aura un moment successif. Il faut écouter, apporter son réconfort, faire reposer, des attitudes d'accueil. Donc, déviation du parcours comportemental qui porte à l'élaboration et à la compréhension, c'est la dernière phase qui arrive ensuite. La de-escalation consiste en l'intervention de désensibilisation qui sont destinées à réduire et contenir le développement naturel du cycle et de l'agressivité. Ce sont les techniques d'extinction progressive. Ce sont des techniques verbales, les techniques du talk-down, sont des schémas que nous avons dans la tête qui sont clairs pour nous orienter dans le moment de l'agitation dans laquelle nous pouvons être nous aussi emplis d'émotions dysrégulées. Le but est de rétablir une communication, parfois déjà extraverbale, mais très prudente. Le top-down sont des techniques de de-escalation verbale. Les indications opérationnelles du top-down sont des choses évidentes, mais il faut s'en souvenir. Ne pas déranger, ne pas menacer, ne pas fixer dans les yeux le patient, ne pas le toucher et surtout, ceux qui ont subi des traumatismes ou des violences ne veulent pas être touchés. Il faut établir un contact, utiliser des phrases brèves au contenu clair, un ton de voix chaleureux et rassurant, réduire la tension en se déclarant d'accord avec ce que soutient
patient, évidemment, en ne validant pas les émotions, en ne lui disant pas qu'il a raison sur tout, ne pas le presser, mais négocier et ainsi de suite. Il est évident que si la de-escalation, les techniques verbales et le talk-down ne réussissent pas, nous penserons au blocage suivant. La de-escalation, le tecniche verbali, il talk down non ce la fa, andremo ai blocchi successivi. Il est important que les opérateurs de l'urgence aient la conscience de ne pas attendre que la crise ait déjà éclaté pour intervenir. Nous travaillons très souvent là-dessus, même dans le service avec l'analyse de la chaîne comportementale. Essayez de comprendre ce que nous pouvons faire pour prévenir les crises. Cela est possible à l'hôpital, car très souvent, on étudie les interactions et même par rapport aux opérateurs de l'équipe, le jeune homme peut reproduire certaines dynamiques avec la famille. Ici, j'ai mis contention avec des moyens mécaniques, mais c'est pour dire que ce ne doit pas être fait. Cela est interdit aussi par la loi. Nous avons fait tout un travail dans les hôpitaux de préparation pour éviter la contention avec des moyens mécaniques. Je l'ai vu faire il y a 15 ans, je pense, pour traiter comme événement sentinelle. Diciamo, questo è vietato anche dalla legge, quindi se noi abbiamo fatto tutto un lavoro nell'ospedale di preparazione, diciamo, all'evitamento del contenimento con mezzi meccanici, io penso che l'avrò visto fare 15 anni fa, non lo so, proprio per trattare come evento sentinella, cioè nelle raccomandazioni si dice che nel caso dovesse succedere On dit dans les recommandations que s'il devait arriver de lier et de contenir un jeune homme de 90 kg et de 2 mètres, il vaut mieux le faire. Nous avons eu un cas, la chose doit être enregistrée pour un délai très bref, toujours avec quelqu'un, mais nous avons fait tout un travail pour arriver à dire que cela ne doit pas être fait et que si ça arrive, c'est vraiment grave, très très grave. Quindi, ecco, poi queste sono anche le TIP, sono le abilità di sopravvivenza nella crisi. Les TIPP sont les habiletés de survie au cours de la crise. Ce sont celles que les infirmiers, les éducateurs enseignent aux patients. Changer la température corporelle, faire un exercice physique, faire de la respiration rythmée ou une relaxation progressive musculaire. Ce sont toutes des instruments d'apprentissage. Voilà des flèches sur des éléments de diagnostic différentiels pour comprendre l'analyse comportementale en situation d'agressivité ou de crise agressive différente, en considérant les caractéristiques de tous ces patients. Je vous ai mis une citation sur l'émergence psychiatrique que vous pourrez récupérer. Merci pour l'attention.